quelque chose dans l'air. Un Apple Event mardi prochain que nous couvrirons en direct pour découvrir les Mac Apple Silicon, mais aussi l'iPad Air qui est désormais disponible. Nouveau design, clone de l'iPad Pro, compatible avec tous ses accessoires et le Smart Keyboard ainsi que l'Apple Pencil 2. Retour de Touch ID, plus de puissance, bref. Que vaut l'iPad Air? Est-il une sérieuse alternative à la tablette Pro d'Apple? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Merci pour votre fidélité, on vous donne rendez-vous donc mardi prochain pour le live spécial Apple Event. On va découvrir ensemble les premiers Mac Apple Silicon. J'ai hâte. Avec comme chroniqueur ici en plateau à mes côtés Stéphane Zibi de Unisix. Bonjour Stéphane, comment ça va? Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bon, on va parler de l'iPad Air et tu connais bien l'iPad puisque tu l'utilises quasiment au quotidien et tu en as un devant toi. Autre fan de l'iPad, autre chroniqueur ici en plateau à mes côtés, Laurent Pantanage d'Augustus. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Ça va bien? Bonjour Stéphane, bonjour Didier, bonjour les auditeurs. Voilà, et en duplex, du côté, tu es vers où? Tu es où Didier? Dis-nous tout. Didier Poulicani, il est Mac Forever. Quelque part, je peux rien dire parce qu'on est en zone occupée. Hein, donc. Ah, tu n'as pas le droit de te déplacer, c'est ça? On ne sait pas où on est, on fait des tournages quelque part dans le monde. Non, mais les tournages, tu as une dérogation pour ça, tout va bien. Oui, on a le droit. Non, mais je plaisante. Nous, on a le droit. Heureusement qu'on a le droit un peu de travailler quand même. Voilà, et tu te balades avec ton iPad Air, hein, c'est bien connu. Je l'ai rendu et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, bien. Messieurs, retour après une semaine d'usage sur à peu près le grand test, hein, même plus qu'à peu près, le grand test de l'iPad Air de 4e génération qu'on va tenter de découvrir ensemble. Et on va tenter d'abord de répondre à une question. Faut-il plutôt choisir un iPad Air ou un iPad Pro? iPad Air ou iPad Pro, c'est la question de notre sondage cette semaine sur le compte Twitter d'ORLM.tv. Regardez. Avez-vous envie d'une nouvelle tablette? Choisisseriez-vous plutôt l'iPad Air ou l'iPad Pro 2020? Vous étiez 46,8% à répondre l'iPad Air 4 et 53,2% à répondre l'iPad Pro, près de 357 votants. Donc, vous préférez a priori l'iPad Pro. Il est vrai qu'il y a de quoi hésiter, les amis, à la vue du nouveau design de l'iPad Air, identique ou presque à celui de l'iPad Pro 11 pouces, excite les larges bordures propres à l'iPad Air qui datait de 2013, je peux dire de bêtises et Didier, sachant que l'iPad Air se décline désormais en 5 couleurs contre 2 pour le Pro simplement. Vous l'avez en argent, en gris sidéral, en or rose, en vert et désormais en bleu ciel, c'est le modèle que nous avons. En plateau, vous voyez, il est plus compact, plus fin et plus léger que l'iPad Air 3. Il gagne environ 3 mm en largeur et 4 mm en hauteur. Et il est plus léger de 28 grammes. C'est toujours agréable sur la balance pour la version Wi-Fi. Et puis en gros, les dimensions sont à peu près les mêmes entre l'iPad Pro 11 pouces et l'iPad Pro et l'iPad Air 10,9 pouces. Les principales différences, c'est le châssis est identique, la différence est plutôt du côté de l'écran. Vous voyez, il est légèrement plus petit, l'autre, les bordures sont un peu plus larges sur l'iPad Air 10,9 pouces contre un vrai 11 pouces sur l'iPad Pro. Et puis on retrouve la LCD, c'est pas de l'OLED sur les iPads, liquide Retina, définition de 2360 par 1640 pixels et de 264 ppp. Bref, la différence en gros sur les mains à côté de l'iPad Pro et l'iPad Air, c'est la luminosité, 500 contre 600 candela pour l'iPad Pro. Sinon, pour le reste, en termes d'écran, il y a peu de différence, si ce n'est eh bien, le ProMotion, Didier. Bah oui, Olivier, ils n'ont pas mis le ProMotion. C'est marrant quand même cet écran qu'ils n'aient pas mis exactement le même, parce que tu vois, le petit millimètre qui manque, il te fait grossir la bordure en fait. Bon, c'est pour te montrer que tu n'as pas le Pro peut-être aussi. Et puis oui, le ProMotion, écoute, en fait, les gens qui achètent cet iPad Air, je pense qu'ils n'ont jamais vu le ProMotion de leur vie. Donc, à moins d'avoir un usage excessivement particulier, on en parlera peut-être après, par exemple, comme le graphisme, ça n'a pas une utilité énorme. Je dirais que c'est un truc cool quand tu l'as, et quand tu le perds, tu t'en aperçois. Mais quand tu l'as jamais eu, bon, 60 Hz, faut pas se leurrer. Tous les écrans d'ordinateur et tout, ils ont tous du 60 Hz. Ouais. Alors, regarde sur Twitter, Apple Geek est d'accord avec toi concernant le choix entre l'iPad Air 4 et l'iPad Pro. Cela va dépendre de l'usage et du budget de chacun. Pour la plupart des utilisateurs, l'iPad Air 4 sera idéal. Maintenant, il y a une fonction que le Pro, et qui me manque sur le Air, c'est le 120 Hz, donc c'est le ProMotion. Je l'ai sur le mien, donc revenir en arrière, c'est plus compliqué. Vous confirmez, messieurs, vous qui avez des iPad Pro, de repasser à un iPad classique
C'est un peu comme quoi, revenir du Retina, oublier le Retina sur son Mac, c'est ça? Non, pas autant quand même que le Retina, mais tu as vraiment l'impression que l'écran lag. Tu vois, il y a un et à l'usage, c'est vraiment perturbant. C'est-à-dire que quand tu fais défiler l'image, elle est parfaitement là. Là, c'est d'une fluidité, le déroulé. Il est quand même un peu plus net également, et ça se ressent aussi lorsqu'on dessine aussi avec la... Tout à fait, parce que exactement, parce qu'en fait, le stylet, quand il passe, il y a vraiment la réaction qui est immédiate sur le... En fait, on voit bien pourquoi ça s'appelle Pro, en fait. Si on l'utilise bien comme on l'utilise pas quotidiennement ou quasi quotidiennement en complément ou en remplacement d'un ordinateur, je pense pas qu'on puisse le faire avec l'iPad Air. Je vais pas faire la conclusion, mais c'est un peu notre impression, quoi. En tout cas la mienne. Alors, ce qui est vraiment agréable, regardez la réaction de Tibius sur Twitter, et la taille aussi, c'est important, et oui, quoi qu'on dise. Un iPad de 12,9 pouces est quand même fort agréable. Effectivement, on les a mis à côté. Regardez, ici, on a un 10,9, l'iPad Air. Ici, c'est une version Pro. 12,9 pouces, quasiment la même taille que mon MacBook Pro 13 pouces. Tu peux comparer avec celui-ci, si tu veux. Voilà. Parce que c'est difficile de travailler concrètement avec un écran de 10,9. Ça, moi, m'a fait penser au premier Mac classique, au premier Mac Plus, souvenez-vous, avec l'écran de moins de 10 pouces. Moi, j'ai vraiment de mal à travailler avec des petits écrans. Est-ce que ça vous dérange? Comme c'est mon cas, moi, je peux travailler avec en complément. Ouais. Tu ne peux pas passer ta journée à travailler dessus. Je peux passer ma journée. Quand j'ai dû faire réparer un Mac, c'était très bien que je puisse travailler pendant près de 48 heures avec. C'était très bien, c'est du complément, mais c'est pas du remplacement. Toi, tu as un modèle plus grand, donc un 12,9. Ouais, j'avais un petit modèle sur un plus petit modèle. Quand je suis passé au 12,9, j'ai trouvé ça hyper confortable. Tu vois, j'avais l'impression d'avoir retrouvé un peu presque la taille de mon MacBook 13. Donc du coup, je pense qu'en usage, de dépannage, effectivement le 10, ça passe. En usage, tu vas faire un usage un peu plus, je dirais, soutenu. Le 12,9, c'est bien. Ouais. Ils sont plutôt malins chez Apple en termes de positionnement marketing de leurs produits pour faire la différence entre le R et le Pro. Ce qui manque finalement pour... peut-être c'est effectivement une grande version de l'iPad Air, et il le réserve aux pros, Didier. Oui, après, quand même, il faut le dire aux gens, même 13 pouces, il ne faut pas travailler toute la journée avec un écran de 13 pouces. Tu t'exploses les yeux au bout de quelques années, quoi. C'est comme les gens qui travaillent sur leur portable toute la journée. Prenez un écran, ça coûte 100 balles, vous êtes vachement mieux avec une bonne petite souris et tout. Donc, mais c'est vrai que, en fait, quand tu regardes, moi je trouve que le positionnement quand même de cet iPad Air, il est compliqué. Parce que tu n'as pas beaucoup de capacité, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir un iPad Pro devant moi là, pendant 2 semaines, donc il y a quand même un espèce de feeling de tablette professionnelle, tu peux mettre le Magic Keyboard, tout ça. Mais pour autant, voilà, il est quand même cher, tu peux pas avoir la grosse capacité, tu peux pas avoir le gros écran, et du coup, ceux qui prennent ce modèle, pour que ça vaille le coup, j'entends, il faut prendre limite le modèle de base, tu te retrouves avec 64 Go. Tu te retrouves avec donc ce petit écran, et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Tu vois, on est à l'entre-deux, mais vu le tarif, c'est compliqué pour moi de se dire tiens, on est vraiment entre un iPad normal et un iPad Pro, si tu veux. Alors tu parles de prix et d'écart. Regarde, on a préparé une jolie animation où on résume les prix de la gamme iPad Air et iPad Pro. Regardez ces images. On commence par l'iPad Air 4 avec son écran de 10,9 pouces. Le ticket d'entrée en 64 Go, c'est 669 €. Si on passe à 256, 839 €. Et si vous voulez la version cellulaire, vous augmentez de 140 €. L'iPad Pro 11 pouces est à 899 €, donc il y a un écart de 230 €. Et l'iPad Pro 12,9 pouces, il est à 1119 €, mais il est en 128 Go, donc contre 64 Go pour l'iPad Air 4, donc il y a un écart déjà de 450 €. Ça commence à chiffrer. Et si vous voulez une version cellulaire, l'écart est de 260 € pour l'iPad 11 Pro, et pour l'iPad 12,9 Pro, l'écart monte jusqu'à 480 €. Donc les écarts sont importants. Notez le prix en toute haute gamme de l'iPad Pro 1 Tera 12,9 pouces, 1839 €. C'est le prix d'un MacBook Pro, donc ça laisse assez songeur. Donc voilà, effectivement, là,
il faudrait peut-être choisir la version, tu as raison, 256 Go dans l'iPad Air plutôt que la version 64 Go. Il manque le 128, Olivier. Ouais. Il manque. Pourquoi il n'y a pas de 128 Go à ce prix-là? Ouais. Une tablette à ce prix-là, elle devrait être en 128 Go. Et du coup, en fait, la vraie version, elle est plutôt à 256 Go. Parce que 64 Go, il faut le dire aux gens, tu installes 3-4 applis, tu fais un petit peu de montage, le truc, il est plein tout de suite. Ouais. Donc c'est vraiment inutilisable à part pour faire un peu d'Excel de temps en temps. Enfin, moi, je trouve vraiment. Et du coup, comme il manque le 128 Go, le 256 Go, il est au prix de ton iPad Pro, 128 Go, qui lui devient suffisant et qui finalement, tu as le ProMotion, tu as Face ID, enfin, tu as beaucoup de choses pour quasiment le même prix. Et pour moi, en fait, ce truc-là est 100 € trop cher. Tu vois, il serait 100 € de moins, tu ne te poserais pas la question. Le 64 Go serait très intéressant et le 256 aussi. Mais là. Est-ce que tu penses qu'il y a espoir de faire des bonnes affaires, étant donné que son prix est un peu élevé? On a vu qu'Apple avait tendance à forcer la main de ses utilisateurs sur le prix des Mac, et puis il y avait comme une résistance, donc les prix ont fini par lâcher. Est-ce que tu crois qu'il y aura des bonnes affaires à faire? Et, déjà, bon, je pense qu'à Noël, à mon avis, celui-là, il va être plus facilement bradable que les iPad Pro. On les a vus, hein, ils sont passés pas mal en promo l'an dernier. Oui, parce qu'ils commencent à dater, les iPad Pro. Hein, on va en parler dans un instant. Ça date de 2018. Et justement, quand tu as des iPad Pro bradés, tu vois, le 11 pouces de base, il est déjà descendu en dessous de l'iPad Air 4 de 256 Go. Et là, je pense qu'il va y avoir des promos. Regardez bien le Black Friday, Noël, tout ça, ça risque d'arriver. Et puis, faut pas oublier le refurb. C'est-à-dire, au bout de quelques mois, Apple le met dans les produits reconditionnés. Et franchement, c'est des tablettes neuves. Et là, je suis sûr qu'il va perdre 100 €. Et là, ce sera le bon moment pour acheter. Donc, attendez, si vous n'êtes pas pressé. Je pense que les petites promos vont arriver. Ouais. Laurent. Parce que je voulais juste y faire un petit commentaire sur le trou, dans la gamme. Ah. Apple est coutumier du fait. Pendant longtemps, ils ont fait, à l'époque des iPhones, tu avais le 16, tu n'avais pas le 32, tu passais au 64. Ensuite, tu avais le 64, tu n'avais pas le 128, tu passais au 256. Quoi qu'il en soit, 64, c'est impossible à avoir. Mais il y a une raison. Hein. La raison, c'est que ça permettait aux opérateurs d'avoir un téléphone d'entrée de gamme pour le renouvellement, et qui était bloqué. Et moi, tous les gens que je connais qui ont pris le téléphone dans leur renouvellement se sont trouvés bloqués. Et là, on a l'impression qu'ils maintiennent cette espèce de truc où tu sautes. Tu as une taille, tu sautes la taille suivante et ensuite il y a les deux autres au-dessus. C'est coutumier, on va pas... Alors il y a beaucoup de gens qui hésitent sur le fait de revenir, de choisir entre l'iPad Pro et l'iPad Air, sur le fait que, à l'image d'Alexandre, regardez sur Twitter, ne serait-il pas le moment de rafraîchir la gamme Pro qui a déjà 2 ans? En effet, la version 2019 apporte uniquement un capteur photo et le LiDAR. La puce A12Z est presque identique à la puce A12X de 2018. Est-ce que vous pensez qu'une mise à jour pourrait être possible dès mardi? Nous serons en direct, soyez au rendez-vous, lors de la prochaine Apple Event. Ce serait logique, Apple Silicon, nouveau Mac, nouvel iPad. Oui, en sachant qu'il est déjà sur ARM. Je pense, il est déjà, c'est pas trop la philosophie. Et je pense que s'ils ont partitionné en 3 événements des annonces qui étaient l'iPad, la Watch, les iPhones et là les Mac, ils vont pas rajouter encore les iPads alors qu'ils en ont. Didier, tu penses qu'il va falloir attendre quelques mois pour le nouvel iPad Pro avec une pouce à 14? D'ailleurs, restez bien après, parce qu'il y a le busomètre, on va en parler. Mais je pense que c'est plutôt 2021 avec un petit A14X et un petit écran mini LED, qui est la grosse nouveauté qui devrait arriver l'an prochain. Donc oui, effectivement, il va être mis à jour. Par contre, ça peut être cool du coup, puisque les iPads, s'ils arrivent à les produire, parce qu'aujourd'hui c'est difficile, hein, ils ont des gros délais de livraison. Mais peut-être qu'à la fin de l'année, tu peux avoir des bons petits rabais sur les modèles 2018 ou 2020 même, pourquoi pas. Sachant que les iPad Pro ont souvent été mis à jour aux alentours de mars-avril. Hein. C'était plutôt la fenêtre. C'était pas dans le dernier confinement, la saison. Ouais, donc du coup... Bon, on va voir. Une question importante de Stéphane Coupechou sur Twitter. Regardez, une seule question me taraude. Y a-t-il un chargeur dans la boîte? Fake écologie grid business. Oui, il est là, regardez. C'est un chargeur de 20 watts. On l'avait utilisé pour le mettre en charge. Voilà, avec une prise USB-C. Il est bien dans la boîte. Le même qui est conçu, vous savez, pour l'iPhone 12 et le fameux MagSafe qui fait tant débat et qui a fait beaucoup débat la semaine dernière. Autre question Twitter de Nico. Que donne l'audio sur cette tablette? Je suis un peu déçu de l'audio de l'iPad Air 3. Didier, toi qui l'as testé sous toutes les coutures, déjà il y a moins d'enceintes entre l'iPad Pro et l'iPad Air. Hein. Et oui, Olivier, alors c'est un petit peu de l'arnaque le son, puisque quand tu regardes ton iPad, tu as 4 petites fentes, donc tu as l'impression qu'il y a 4 haut-parleurs comme sur l'iPad Pro. Tu sais, il te met les aigus en haut, les basses en bas, puis quand tu le retournes, il inverse aussi, donc c'est hyper bien, et le son est super bien sur l'iPad Pro. Bah là, c'est un peu la déception, il n'y a que 2 haut-parleurs, en fait, ils sont les 2 en bas.
Et du coup, quand tu le mets en mode... alors, c'est stéréo quand même en paysage, hein, pour regarder les vidéos et tout, c'est plutôt cool. Mais par contre, en mode portrait, du coup, ça te fait de la stéréo sur la hauteur. Voilà, donc c'est pas terrible. Et puis le son, je vous ai fait aussi un petit comparatif dans une des vidéos là, de test de l'iPad R4. Et bah, le son est moins bon quand même. Voilà. Ouais, c'est vrai que sur l'iPad Pro, moi, ce qui m'avait stupéfait, si vous voulez vraiment prendre du plaisir à regarder une vidéo sur une tablette, tester l'iPad Pro, vraiment, c'est immersif, il y a du relief. Vraiment, c'est d'un réalisme, et pour les jeux, c'est encore plus impressionnant. Donc vraiment, le son est un point fort de l'iPad Pro, et de ce côté-là, l'iPad Air fait pas le figure. Dernière question pour ce chapitre de Sébastien Page sur Twitter. Que lui manque-t-il à l'iPad Air? Pas grand-chose. Face ID peut-être, mais lui au moins, comparé aux iPhone 12, on retrouve Touch ID. C'est vrai que Touch ID est de retour. On en parle dans ce prochain chapitre. Touch ID le retour, Apple n'a pas repris le système de caméra TrueDepth, qui est l'authentification propre à Face ID sur l'iPad Pro, qu'on avait l'habitude d'avoir ça ici. Eh bien non, on retrouve le petit bouton. Alors, il n'y a plus le bouton Home comme auparavant. La Touch ID a migré, il se trouve au niveau du bouton de verrouillage de l'iPad. Alors, comment ça marche? Peut-être Didier, tu peux nous commenter cette vidéo. On trouve la petite vidéo de configuration de Touch ID qu'on avait sur nos iPhones autrefois, en fait. Bah oui, écoute, je pensais que ce serait un peu galère. En fait, ça va, c'est assez agréable. En plus, tu peux mettre plusieurs doigts pour l'empreinte, parce qu'en fait, si tu le mets en portrait ou en paysage, bah, c'est pas le même doigt qui va être utilisé. Tu sais, tu vas avoir la main droite ou la main gauche. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais après, c'est vrai qu'à l'usage, tu sais, moi, j'ai tendance, par exemple, à taper sur l'écran pour le réveiller. Bah, du coup, là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas Face ID. Donc, si tu es très habitué à ça avec tes iPhones et tout, c'est un peu casse-pied quand même. En fait, c'est dommage que c'est l'année où ils auraient dû mettre ça sur l'iPhone et Face ID finalement sur l'iPad. Bon, de toute façon, c'est des produits, ils mettent un an et demi à les préparer, donc c'était difficile d'anticiper le Covid. Mais c'est vrai que quand tu es habitué à Face ID sur l'iPad, je dirais que le seul point, c'est que Face ID est mal fait sur l'iPad. Comme il est, tu sais, le petit capteur est à gauche. On va en parler. Tu passes ton temps à mettre ta main dessus. Tiens, une question comme ça, justement, de Jérémy sur Twitter. Touch ID n'est-il pas une régression comparée à Face ID? Moi, je trouvais que ça fonctionnait vachement bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais la seule truc que j'ai trouvé un peu bizarre quand on veut déverrouiller son iPad Air, c'est qu'il faut utiliser la main gauche. Alors c'est vrai que sur les Mac, et c'est gênant. Le Touch ID c'est toujours à droite. T'es pas ambidestre. Non, mais quand on est en mode quand on est en mode paysage, si on est en mode portrait, ça pose aucun problème. Non, je peux le faire. Non, c'est gênant et oui, mais c'est gênant parce qu'en fait, tu es habitué à scroller avec ta main principale. Donc, comme la majorité de la population est quand même droitière, donc tu scrolles avec ton doigt et donc du coup, tu as le réflexe. Du coup, tu as envie. J'ai vu plein de gens. J'ai su aller tester l'autre jour. J'ai vu plein de gens le faire avec le doigt en tordant. Et du coup, tu te tords le doigt, quoi. Ouais, il y a un mauvais réflexe d'utiliser la droite, sauf quand tu le mets en position portrait. Donc, il y a des hôpitaux portrait. qui sont remplis de tordage de doigts à cause de l'iPad. Non, exactement. Les hôpitaux sont remplis d'autres choses en ce moment. Hélas. Heureusement, ils sont remplis d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Par contre, ça fonctionne bien. C'est très fluide. J'étais agréablement surpris. J'ai trouvé même que moi, personnellement, Face ID m'a absolument pas manqué parce que, et puis j'aurais vraiment aimé que ce système arrive sur les iPhones. Ça marche bien. Et puis pourquoi tout simplement pas un système de déverrouillage avec l'Apple Watch comme ça existe sur le Mac. Qui fonctionne sur le Mac, qui fonctionne très bien sur le Mac. Plutôt sympa. Et puis tu le disais, toi tu préfères Face ID. Et par moment ça marche pas bien. Effectivement, moi je n'arrête pas de prendre. Je n'avais pas la Smart Keyboard sur l'iPad Pro. Donc, quand je prenais l'iPad Pro, je l'avais entre les mains et une fois sur deux, je mettais le doigt sur la caméra. Donc, forcément, TrueDepth ne marchait pas très bien. Je ne dois pas être très doué. Moi, Face ID sur l'iPad, c'est pas fait pour travailler avec l'iPad, en fait. C'est pour les jeunes. Pour les jeunes, je te remercie. Mais objectivement, pour moi, un des défauts majeurs de tous les iPads, ok, donc là on y est de la même manière, c'est que la caméra devrait être passée sur le haut de la bande la plus large, d'autant plus aujourd'hui avec le clavier, parce que quand tu mets le clavier, du coup tu le mets plus jamais dans l'autre sens, tu peux plus le mettre, sauf à le déboîter, et donc en fait la caméra devrait être sous le stylet et non pas sur la gauche. Elle est à gauche ici, sur le côté gauche, et donc en plus quand tu fais un FaceTime, tu ne peux jamais regarder la caméra parce que quand tu regardes l'écran, tu fais comme ça. Et les gens te demandent, pourquoi tu ne regardes pas? Si, mais je regarde l'écran. Comment tu fais pour me voir? Je te vois très bien, c'est quoi le problème? Non, mais tu regardes complètement de l'autre côté, quoi. C'est vrai que ça, c'est une chose qui devrait... Ou alors mettre carrément, soyons fous, 2 caméras en fonction de la position. Mais là, on rêve. Allez, avant de s'intéresser à la connectique et aux accessoires de cet iPad Air, place au busomètre.
Le Busomètre, les infos rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur le site Make Forever, c'est avec Didier Pollicrini avec un tout nouvel habillage. Regardez. Wow, c'est de toute beauté, Didier. C'est magnifique. Franchement, cette section méritait cet habillage. Voilà. Vas-y, continue. Et on commence cette semaine, Olivier, avec évidemment la keynote. Donc voilà, mardi prochain, en live direct sur ORLM. Et nous, on fait une petite retranscription aussi en français sur le site. Donc voilà, vous choisissez votre camp. Écoute, Mac ARM, peut-être le lancement de Big Sur aussi. Oui, même donc, certainement. Pas rien d'autre. C'est excitant. Pas de One More Thing. Un vrai One More Thing. Les AirTags. Moi, je verrais bien les AirTags, mais je sais pas. Et du côté des Mac, qu'est-ce que tu penses qu'on aurait droit cette semaine? Moi, je penche pour un MacBook Air, un truc comme ça, un truc léger. Un seul Mac. Un MacBook. Ah, toi, tu veux j'aimerais bien, au fond, j'aimerais bien un Mac Mini parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour depuis 2018. Moi aussi. Et en plus, ce serait une bonne bécane. D'ailleurs, en plus, le Mac de développement, c'est un Mac Mini, donc oui, c'est pas très compliqué. Cohérent. Mais ils aiment pas beaucoup cette machine. Alors, je pense qu'ils vont nous sortir genre un MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces, un truc comme ça. Donc plutôt des machines grand public, plutôt des portables, et plus tard pour les machines professionnelles, voire un iMac, car il manque un GPU Apple, bien sûr, pour pouvoir faire la transition, ou peut-être qu'on le découvrira mardi, et peut-être qu'ils nous feront une démo d'un proto. Je pense qu'il y aura des tests et des benches dans tous les sens. J'ai hâte d'être à mardi. Deuxième info, rumeur, Didier. Et alors, on en parlait tout à l'heure, effectivement, le mini LED devrait faire son arrivée chez Apple. Alors, on rappelle que c'est une technologie qui permet d'avoir, d'économiser de l'énergie tout en ayant un bon rétroéclairage. Et ça pourrait arriver donc début 2021 et peut-être justement dans les iPad Pro. Donc voilà, si vous hésitez à acheter un iPad Pro maintenant, attendez peut-être le début de l'année prochaine. Et c'est LG qui devrait fournir les dalles. Ouais, et des noirs plus profonds, un peu comme on a aujourd'hui avec l'OLED, mais en moins cher. Et surtout, c'est un peu moins bon que l'OLED, mais c'est moins cher. Ouais, et surtout, ça marque pas. Le LED, j'ai eu quelques mauvaises surprises. Hein. Ça fait tu sais, il y a des images fantômes sur les télé OLED maintenant. Voilà, pour info. Troisième info, rumeur, Didier. Et alors ça, c'est JP Morgan qui, cette semaine, nous dit que l'iPhone 12 Pro se vendrait mieux que l'iPhone 12. Ce serait une surprise. Ouais, moi, j'y crois pas beaucoup. Même si c'est vrai que quand tu regardes les délais de livraison pour le Pro est assez difficile à avoir, surtout dans certaines couleurs, n'est-ce pas, Stéphane? Mais c'est vrai que ce serait bizarre de voir les gens s'orienter vers le Pro, puisque cette année, il y a de moins de différence. Hein. Tu as l'écran OLED partout. Ouais. À part si tu as vraiment besoin du zoom, il n'y a pas tellement de raison de se jeter sur le Pro. Mais par contre, Apple a l'air de faire un carton sur ses téléphones. Stéphane. Je te confirme, mon cher Didier. J'ai des copains chez tous les opérateurs et ils sont tous en rupture et ils pestent pour l'arrivée de... En fait, ils ont 2 ou 3 livraisons pour certains opérateurs par semaine, en général le mercredi et le vendredi. Et c'est quelques unités mallavement qui arrivent. C'est plus un problème de réappro, d'approvisionnement, j'imagine, lié certainement pire que les autres années, Covid. Au début, ils avaient quelques unités, mais ça finissait par arriver. Là, c'est toujours pareil et on galère pour en avoir. Même votre serviteur, il a eu quelques frayeurs et je saluerai les gars de l'Apple Store Saint-Germain plus tard. Bon, très bien. Info, rumeur suivante, Didier. Alors justement, on parlait de Touch ID tout à l'heure et Apple continue de faire des petits brevets pour avoir Touch ID sous l'écran. Ce coup-ci, on a eu un brevet cette semaine avec un système infrarouge. Donc tu vois, ils travaillent là-dessus et je pense que le Covid, ça a dû leur dire l'année prochaine, il faut que ça sorte ce truc parce que c'est juste trop casse-pied, quoi. En ce moment, c'est vraiment casse-pied. Bien. Et dernière info, rumeur pour cette semaine, Didier. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui attendent déjà les coques en cuir, comme moi d'ailleurs, parce que les coques en silicone, je déteste ça, ça accroche dans le jean et tout. Donc ça arrive, on va pouvoir les commander a priori au moment où on poste cette émission, je pense. Et puis il y a aussi le MagSafe Duo, tu sais, ce petit accessoire qui permet de charger ton Apple Watch et aussi ton iPhone, qui se replie en deux. Et une espèce de Air Power revue et corrigée, voilà, et qui devrait, alors il a été certifié par un organisme coréen, je crois, un truc comme ça. Enfin bon, en gros, quand il se passe des trucs comme ça, c'est que ça va arriver ces prochaines semaines, parce qu'Apple n'a pas donné de date pour ce truc, on peut pas le précommander, il y a rien sur le site encore. Mais il y a beaucoup de gens qui l'attendent, hein. Quand on l'a vu dans la vidéo, on s'est dit oula, ça je veux. Ouais, Stéphane est sur le coup. Ou pas. Si, tu es sur le coup. Allez, place à présent à la nouvelle connectique et aux accessoires propres à l'iPad Air 4. Il a tout d'un iPad Pro, voire d'un Mac. Je vais finir par tout casser un jour. Allez, USB-C, clavier, pencil. Il est plutôt stylé, sans jeu de mots, cet iPad Air. Avant, c'est l'iPad Air donc 4. L'abandon de la prise Lightning, qui était présent sur tous les iPads, avec les bordures assez larges, au profit d'une prise USB-C, comme l'iPad
Pro, il n'y a plus que l'iPad 8 aujourd'hui et les iPhones qui partagent encore une connectique propriétaire d'Apple. Alors c'est pratique parce qu'on a une possibilité de brancher, en plus de câble USB-C pour le charger, des clés USB et des disques durs, voire un écran externe 4K. Ça permet les transferts de fichiers. C'est assez rapide, hein, jusqu'à 5 gigabits par seconde. Et puis, regardez, l'arrivée de fichiers dans iOS a vraiment changé la donne. Hein. On peut vraiment travailler maintenant avec son iPad, avec un disque dur externe, comme on vous fait la démo là. On a uploadé carrément une vidéo dans Refait le Mac sur YouTube. C'était inimaginable il y a encore quelques mois. C'est aussi la raison, j'imagine, messieurs, qui vous ont conduit à choisir un iPad pour travailler. Hein, ne fût-ce que la possibilité de télécharger un fichier, d'uploader un fichier à distance ou tout simplement avoir une arborescence. Ça fait des années qu'on l'attendait. Donc maintenant, c'est au programme. Et ça change tout. Hein. En tout cas, depuis qu'on le fait, bon, moi je ne l'ai pas fait tous les jours, hein, je ne te cache pas, je passe toujours par le cloud, mais en tout cas, c'est vraiment un truc... c'est vraiment très bien. Hein. Ouais. En revanche, Didier, la gestion de l'écran externe, ça reste encore très limité. On ne peut pas brancher comme on branchait sur un Mac sur un écran externe. Hein. Il faut que l'application soit optimisée pour ça. Hein, c'est ça ? En fait c'est casse-pied. Oui, il faut que ton appli elle soit optimisée, mais Apple pourrait très bien te faire un truc bureau étendu, multi-fenêtre. En fait, c'est drôle parce qu'ils veulent en faire un remplaçant d'ordinateur. Ils te disent il y a plein de trucs qui vont marcher avec. Mais là, ça fait quand même un moment hein, qu'on a que. En fait, l'écran, il te réplique juste l'écran par défaut. Mais si tu as iMovie ou quelques programmes, il permet d'étendre l'écran. Mais il faut que le programme le gère très spécifiquement, si tu veux. Alors. Oui, et surtout, quand ça ne le gère pas, tu as sur un écran qui est un peu large, hein, qui est un peu. Tu vois, tu te retrouves avec l'écran la même forme, tu vois, tu as un 4 tiers au milieu d'un 16 neuvième, quoi. Donc tu as des bandes noires autour. Du coup, tu as un grand écran et qui n'est pas utilisé, quoi. C'est hyper frustrant. Donc quand on fait une présentation, ça peut être un peu déstabilisant, effectivement. Et ça lag beaucoup. Ouais. Une des fonctions sympas qui est apparue avec la dernière version de macOS, Catalina, en attendant Big Sur, on espère mardi, c'est la fonction Sidecar qui permet d'étendre l'écran de votre Mac et utiliser l'iPad comme un second écran externe. Vous êtes convaincu, l'iPad Air en profite avec l'USB-C bien sûr. Est-ce que vous utilisez cette fonction, messieurs, concrètement ? Non. Je l'ai testé pour m'amuser. Moi aussi une fois, mais... C'est pas mal. J'ai vu des gens l'utiliser. J'ai vu des gens l'utiliser dans 2 cas. J'ai vu les gens l'utiliser dans le cas d'un MacBook Pro 13 qui se retrouve avec du coup une sorte de double écran portable. Ouais, avec un iPad Pro 13 pouces. Hein. Ouais, exactement à côté. J'ai vu des gens l'utiliser pour dessiner. Et donc du coup pour avoir une dimension tactile qui n'est pas présente dans le... Voilà, je sais. Mais sinon, non, moi je l'utilise pas. Je l'utilise en 2 machines. Alors aujourd'hui, comme le disait Stéphane, avec le cloud, tes fichiers sont comme sur les 2 machines. Tu vois, c'est plus une machine complémentaire que... Et puis, sachant qu'il y avait la possibilité de transformer l'iPad, Didier, en écran externe tactile du Mac, ça existait depuis longtemps, mais Apple l'a limité. C'est-à-dire que si on n'a pas l'Apple Pencil, on ne peut pas vraiment l'utiliser, hein, c'est ça ? Oui, bon après, tu as des programmes aussi qui le font, tu as des trucs tiers aussi qui le font. En fait, disons que ce truc-là était utile aussi à partir du moment où tu n'avais pas trop les Photoshop, les Illustrator là, qui commencent à arriver. Et c'est vrai que maintenant, ces programmes sont là, donc... je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent vraiment ça comme ça, d'autant que tous ces trucs-là consomment aussi pas mal de CPU des 2 côtés. Donc tu as ton Mac qui se met à souffler, c'est pas totalement fluide non plus, tu vois, comme si tu utilisais une tablette native. Ouais. Donc je dirais que c'est un peu du bricolage en attendant mieux en fait. Le Mac a pas silicone tactile, écoute. Mais il va arriver, regarde, on est à 1 semaine de ton Mac tactile, c'est bon. J'espère. Ça ne sera pas pour tout de suite, à mon avis, on va y aller crescendo. Allez, après l'USB-C, autre connecteur, le Smart Connector qui est situé lui au dos de l'iPad, hein, il permet de connecter une housse clavier dont le fameux Magic Keyboard de l'iPad Pro 11 pouces. Hein, donc tout ça est aimanté. Hein, vous voyez, derrière, il y a les petits connecteurs aimantés. Et puis on le branche dessus pour pouvoir connecter cette fameuse et très chère housse aimantée qui intègre en plus d'un clavier un trackpad. Hein, et le tout surélève la tablette. Regardez, son prix quand même 339 €. Alors, apporter un vrai plus, une valeur ajoutée, mérite-t-elle d'investir autant 339 € dans un clavier, même avec un iPad? Je trouve ça cher. Tous les gens que je connais en sont plutôt gaga, mais Stéphane, Laurent, plutôt Laurent. Je vais faire exactement la même remarque que j'ai fait à l'époque où on a parlé de ce clavier. Hein. Ce clavier est fantastique, il est agréable au toucher. Le pad est assez grand, la souris, même si dans iPadOS, tout n'est pas optimisé, c'est super agréable. Le clavier est hors de prix.
Voilà, c'est 339 € pour non, le. mais c'est hors de prix. Pour le 11,9 pouces. C'est il le est même génial, clavier que l'iPad l'utilise Pro. je l'utilise tous les jours. interchangeable. Je me suis même rendu compte que les touches commençaient à s'user comme les touches d'un. Donc c'est-à-dire que je l'utilise vraiment beaucoup, mais il est hors de prix. Ce qui est vraiment génial, j'ai trouvé, Didier, c'est le système qui permet de faire léviter comme ça l'écran. Hein. En fait, l'écran, il n'est pas collé comme ton clavier que tu as toi, Stéphane. Il n'est pas dans la charnière. Il n'y a plus de charnière. Regardez, je passe mes doigts en dessous. Il y a comme une lévitation de l'écran. Je trouve vraiment que c'est très sympa. C'est très agréable. Et pour le confort d'utilisation, c'est vraiment un vrai plus. Qu'est-ce que tu en as pensé, Didier? Moi, j'aime beaucoup ce clavier. C'est vrai qu'il est très très sympa. Il a juste un petit défaut, je trouve, c'est quand tu es, tu sais, par exemple, dans des meetings et que tu es sur une chaise, quand tu as les genoux qui sont pas droits, comme ça, qui sont un peu vers l'avant, ils basculent facilement. Parce que, voilà, tout le poids est dans l'iPad. Et puis, pareil, le fait qu'ils sont en lévitation, c'est cool, mais si tu tapes les chiffres un peu, tu sais, vraiment dans le haut du clavier, bah, tu viens taper contre la tablette souvent. Donc c'est un peu les deux petits défauts, mais je dirais bon, c'est relativement mineur par rapport à la qualité du truc. Le seul problème, c'est que tu vois, là, tu as un iPad à 600 €, tu as 330 € de clavier. Mais pourquoi ils ont pas fait une version qui aurait pas le rétroéclairage ou qui aurait 2-3 trucs en moins, tu vois, un petit peu moins pro pour cette tablette, ça aurait été cool. Ou de te faire un bundle, tu prends le clavier plus l'iPad. Ouais, alors toi tu utilises l'iPad Pro 12,9, donc tu as le clavier en fait qui est vraiment un copier-coller du clavier d'un MacBook Pro ou d'un iMac. Vous posez le clavier de l'iMac par-dessus, c'est exactement la taille sur l'iPad Pro. Alors évidemment sur l'iPad Air 11,9 il y a moins de place, mais les touches restent les mêmes, hein, elles restent bien larges. Et ils ont gagné un peu de place à l'extrémité. Par exemple la touche Internet, elle fait la moitié de la taille. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de l'écran, les touches de fonction s'élargissent. Donc c'est plutôt une bonne idée. Je trouvais ça plutôt confortable et plutôt sympa. Seule chose qui me manque, moi, sur ce clavier, c'est les touches de fonction. Moi qui suis habitué à ça sur le Mac, ou encore la possibilité de régler le volume sans passer directement à l'écran en tactile. Sans passer par le centre de contrôle. Et puis moi, ce qui m'a vraiment manqué, c'est la touche Escape pour sortir d'une application. Donc là, il faut revenir encore et slider dans l'écran comme on le ferait sur l'iPhone. Et puis plutôt bonne surprise, il est rétroéclairé, tu l'as dit Didier, mais on ne peut pas jouer sur la luminosité. Donc voilà, on pourrait s'attendre à ce niveau de prix qu'on puisse avoir des réglages un peu plus raffinés. Par contre, effectivement, moi qui n'étais vraiment pas fan de l'iPad pour travailler, hein, je me suis astreint encore une fois cette semaine à travailler avec, j'ai tout écrit l'émission avec cet iPad Air, pardon, et j'ai retrouvé mes automatismes, mes raccourcis clavier, le fait de slider avec le trackpad. Voilà, la seule chose qui m'a manqué, c'est PomQ pour quitter une app. Et sinon, j'étais comme sur mon Mac. Qu'avez-vous pensé de Magic Keyboard, donc le petit trackpad? Moi, je trouve vraiment c'est une belle avancée. On l'attendait depuis des années. Ça fait maintenant quelques mois qu'elle est là avec l'arrivée d'abord sur l'iPad Pro et maintenant sur l'iPad Air. Là, elle est toute petite sur l'iPad Air. Est-ce que ça t'a gêné, Didier? Je dirais que non pour l'usage, parce qu'en fait, l'usage de ce clavier, disons que si tu es sur un vrai bureau et tout, tu vois, tu auras tendance à prendre une petite souris ou un petit trackpad externe. Mais là, pour l'usage, par exemple, si tu es dans le train, super agréable, parce que du coup, ça fait un clavier qui est pas trop long. Et je trouve que, en fait, ils ont mis le maxi qu'ils pouvaient mettre là-dessus. Je crois que j'ai testé, il y a Logitech qui en a sorti un, là, qui finalement, ils l'ont sorti, le Combo Touch pour iPad Pro, où le trackpad est un petit peu plus gros. D'ailleurs, le Logitech, il est mieux parce qu'il est moins cher. Il a les touches de fonction. Et effectivement, il a un trackpad qui est un petit peu plus large, donc c'est une bonne alternative aussi. Par contre, il est un peu moins élégant. Voilà, tu as moins ce côté lévitation d'Apple, mais il est moins cher. Par contre, une fois qu'on a l'ensemble, qu'on le ferme et qu'on part avec, ça double carrément le poids de l'iPad. Hein. Donc c'est quand même un système assez lourd. Ils ont été obligés de le lester un petit peu parce que tout le poids est dans l'écran. Donc c'est un système qui est assez lourd. Hein. Tu vois, on le redit, en fait, à partir du moment où tu utilises ça pour de la bureautique pure, tu arrives au prix du MacBook Air avec un peu moins de confort. Donc si vraiment ton usage c'est ça, moi je suis toujours très très partagé là-dessus, quoi. Et puis moi ce que j'ai trouvé un peu bizarre, moi j'aime beaucoup Apple pour le souci du détail dans les interfaces, c'est le petit pointeur avec la souris qui disparaît au profit d'une boule pas très élégante. Hein. Moi j'aurais préféré une flèche, je pense que ça arrivera avec le temps. Voilà, mais bon, après c'est une affaire de goût, hein, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris de voir cette grosse boule pour passer d'un Mac ou d'une page à l'autre. C'est un peu bizarre. Tu dis le pointeur, hein? Ouais. Ouais, à l'inverse, le fait qu'il
qu'il auto-évolue en fonction de la tâche, de l'endroit où il est sur l'écran, je trouve ça assez sympa. Ouais. Typiquement, quand tu arrives au-dessus d'une fenêtre pour taper du texte, il devient une barre. Oui, ce qui est un peu normal. Oui, mais tu pourrais te dire que c'est la même chose sur... Du coup, je me dis, est-ce que dans l'ergonomie, on pourrait pas avoir la même chose sur le Mac, tu vois, dans les évolutions de macOS. Moi, ce qui m'a surpris en l'utilisant vraiment pour cette semaine cet iPad, c'est qu'en fait, quand tu as le clavier, tu touches plus l'écran tactile et tu fais tout au trackpad. Voilà. Mais c'est un plus d'avoir le trackpad. Donc là, on a une fonction, mais donc voilà. je te dis, si par exemple tu as ton MacBook Pro en tactile, tu n'utiliseras jamais le tactile. Si, mais de temps en temps. Il ne s'agit pas de tout faire au tactile. C'est pour ça quand les gens disent on va pas salir l'écran, mais de temps en temps, comme tu le ferais avec la touch bar que j'utilise peu finalement, on aimerait appuyer sur un gros bouton, tu veux baisser la luminosité, tu claques, tu as le menu sur l'écran directement. Une question que je me suis posée au moment où j'ai écrit cette émission, c'est quid de MagSafe qui est arrivé sur les derniers iPhones. Est-ce qu'on pourrait imaginer une version pour les iPads? On sait qu'Apple aime uniformiser les usages. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les futurs claviers comme celui-ci, il y aurait une zone, il était monté, une zone de recharge par induction, Didier? Ce serait cool. Après, il faut trouver la place quand même, parce que pour mettre un iPhone sur ton clavier, il faut y arriver. Non, par contre, ce qui pourrait être assez cool, c'est d'avoir... Non, je te dis, est-ce qu'on pourrait pour recharger l'iPad par induction? C'est-à-dire en plus, il rechargerait ton iPad, tu vois. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Mais en fait, on peut imaginer plein de trucs avec tout ça. Ça peut être assez cool. J'ai même vu des petits accessoires comme ça où tu mettrais à côté de l'iPad. Il y a des docks, tu sais, que tu commences à pouvoir mettre à côté de l'iPad pour étendre les fonctionnalités. Donc, je pense qu'on va avoir un peu ces interactions de l'un qui peut charger l'autre comme ça. Tu mettrais tes AirPods sur ton iPhone, tu mettrais ton iPad derrière ton Mac. Ça pourrait être assez intéressant, ouais. Ça impliquerait quand même une refonte du design pour pouvoir faire la recharge avec le dos. Il faudrait de l'alu. Il faudrait enlever l'alu. Il faudrait une zone, soit une zone en plastique, soit une zone en verre. Si c'est une grande taille en verre, ça peut casser. Dans la pomme, tu vois, on pourrait peut-être mettre. Je sais pas. Vu que la pomme est quand même plus gros. Pour une grosse pomme, hein. Une grosse pomme. Autre question Twitter, regardez au sujet du Pencil 2, une question de Potra TV. L'iPad Air est-il le choix de la raison malgré sa latence plus élevée? Avec le Pencil 2, effectivement, l'iPad Air hérite du même Pencil que l'iPad Pro. Regardez, on l'a posé à son sommet, il est aimanté, il se synchronise et il se charge automatiquement, donc c'est très sympa. Il est même plus précis que le Pencil 1, mais il est vendu un peu plus cher, 135 € au lieu de... c'est 36 € de plus que le Pencil 1 qui continue sur les anciennes versions. Et pour répondre à la question de Twittos, nous avons demandé à une habitué des tablettes graphiques, notamment pour la retouche photo, son impression sur cet iPad Air 4, et elle nous a envoyé une petite vidéo. On va essayer de vous résumer ses impressions qu'elle nous a envoyées par mail. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les couleurs de l'écran sont très riches et très dynamiques. Le stylet est vraiment ergonomique. Sa prise en main est agréable. J'ai l'habitude de travailler avec une palette graphique qui me contraignait auparavant dans ma créativité, alors que le fait de dessiner directement sur un écran avec une telle précision est vraiment un plus. Donc c'est que du positif. Le stylet qui glisse sur l'écran lui rappelle la sensation d'un pinceau glissant sur une toile, car cette charmante jeune femme peint également, effectivement, et ça lui a carrément donné envie de s'en payer un, pour tout vous dire. Alors, reste à savoir s'il sera l'iPad Air ou l'iPad Pro, c'est en débat, donc plutôt positif. Et quant à l'aspect latence, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de 120 Hz, la réactivité est un peu moins bonne, Didier, mais franchement, c'est pas grand-chose. En fait, non, mais le vrai problème, c'est vraiment le fait que ce truc est très cher, donc tu le payes 130 € pour une tablette qui n'est pas, entre guillemets, estampillée pro, et surtout, tu n'as pas l'usage pro, parce que comme tu n'as pas le 120 Hz, le retour est lent. Donc en fait, tu payes un truc cher pour un usage qui va être, on va dire, moyen, quoi. Donc c'est dommage. En fait, ceux qui font du graphisme, très honnêtement, il ne faut pas qu'ils achètent le stylet, il ne faut pas qu'ils achètent l'iPad Air, je veux dire, il faut qu'ils passent sur le pro, parce qu'il ne coûte pas beaucoup plus cher, et tu as quand même un feeling qui est beaucoup plus sympa si tu fais de l'illustration toute la journée. Donc ouais, un peu mitigé sur le stylet. Après, c'est pas non plus dramatique. C'est-à-dire, moi, au bureau, c'est pareil, j'ai fait essayer ça des graphistes, des illustratrices, et honnêtement, elles ont trouvé ça quand même très sympa. Mais c'est vrai que par rapport, par exemple, à un iPad Air d'avant, avec le stylet d'avant, tu vois, c'est quand même plus intéressant financièrement, et tu auras à peu près le même feeling, même si tu n'auras pas la petite charge par induction et tout, mais tu mettras moins d'argent pour un truc au moins qui répond à ce pourquoi il est fait. Autre question, regarde, je ne sais pas si tu as fait tester tes amis graphistes la fonction sidecar. On a une question
sur Twitter de notre ami Lucas sur Twitter. Je suis en train de chercher Lucas Ivanov. Est-ce qu'il remplace efficacement un iPad Pro dernière génération comme tablette graphique branchée sur un Mac? En fait, on dessine directement sur l'iPad. Et puis, évidemment, là, on a la vraie interface de Photoshop et d'Illustrator. Je trouve ça quand même assez bricolage, moi, je trouve, Didier. On en a parlé tout à l'heure. Oui, ça lag un petit peu. Et, en fait, là, maintenant, le Photoshop qu'il y a et l'Illustrator qu'il y a, l'Illustrator, on a fait des petits essais, il y a quand même pas mal de trucs, hein. Il gère des gros fichiers avec pas mal de calques. Ouais, ça fonctionne quand même plutôt bien. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils commencent à bosser sur l'iPad et puis ils finissent un peu sur le Mac pour profiter de toutes les fonctionnalités. Et finalement, c'est plus ça qui est intéressant. Au début, quand il n'y avait rien, c'était un bon moyen, un bon compromis, on va dire. Mais maintenant, que les applis arrivent, même, comment il s'appelle, Procreate, c'est incroyable. Tu peux vraiment traiter des gros fichiers, tu as accès à plein de palettes, tu peux importer tes brosses. Enfin, c'est vraiment un super soft, tu peux quasiment aller jusqu'au bout et puis après finir peut-être un petit peu la colo et tout dans Photoshop. Mais en tout cas, on commence à avoir des bons outils. Moi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, en fait. Messieurs, je vois que vous avez des pencils au sommet de vos écrans. Qu'en avez-vous pensé? Deux choses. La première, c'est que c'est pratique quand tu as besoin de prendre une note. Parce qu'en fait, il suffit que tu touches l'écran et directement, tu commences à écrire comme tu prendrais sur un bloc-notes et ça lance note. Même quand tu es en mode, fermé, hein, dès que la première chose. Donc, du coup, c'est pratique. Si tu as Pas que pour les graphistes. Pas que pour les graphistes, pour prendre une note rapidement. La deuxième chose pour laquelle moi je l'utilise, c'est pour annoter. Tu vois, au-deldelà du design, hein, au-delà de dessiner et tout ça, je suis pas un grand dessinateur. J'ai un PDF, par exemple, tu peux annoter à la marge. Tu prends un truc, tu dis, typiquement, tu fais, là, je travaille sur un projet de site web, tu prends, tu dis, tiens, ça va pas, tu le déplaces, tu mets une flèche, tu fais une copie d'écran, tu fais une annotation dans ta copie d'écran, tu mets un coup de fluo. C'est hyper pratique. C'est easy, quoi. Stéphane? Moi, j'étais très réticent avant, je regardais ça de loin et tout, je disais c'est pas intéressant. Et un jour j'ai essayé et depuis je crois que c'est peut-être la seule chose qui me fait utiliser l'iPad pour tout dire. Pour annoter justement, pour faire des commentaires en marge, pour plein de choses. Et même ceux qui sont nuls en dessin peuvent devenir bons, non pas bons, en tout cas moins nuls. En tout cas s'y mettre. En tout cas, s'y mettre, non, franchement, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et je pense que c'est quelque chose qui pourra même devenir un peu une sorte de... qui nous permettra de toucher un petit peu des stylos, parce qu'en gros, on tape que sur nos claviers, on sait même plus... et c'est une façon de revenir sur l'écriture, et ce qui est vraiment quelque chose de bien. Et je tiens à dire aussi qu'avec la dernière version de l'OS, ou l'avant-dernier, je ne sais plus, cette histoire de reconnaissance d'écriture. C'est d'iOS 14. Ouais. Et d'iOS 14, c'est quelque chose qui est purement décisif. Et je dirais juste, pour Apple, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Didier tout à l'heure, si le prix était le même et qu'il y avait le stylet compris dedans... Et le clavier, ce serait une super... Le clavier n'en fait pas rêver quand même, mais le stylet... Oui, c'est le cas de la Microsoft Surface. Ben voilà, tu as compris le sens de ma remarque, mais c'est vrai que là, on aurait quelque chose qui ferait pas bondir Didier. Alors, tu parlais de la prise de notes manuscrite, c'est effectivement une avancée d'iOS 14, qui permet donc d'écrire et d'avoir la reconnaissance de caractères automatiquement. Normalement, cette fonction, elle n'est pas active en langue française, mais il est tout de même possible de l'activer. Et ça marche. Oui, ça marche. Il suffit d'aller dans les préférences d'iOS, regardez. De cliquer de taper sur Général, clavier, vous sélectionnez encore clavier et vous rajoutez un clavier en langue anglaise. Et lorsque vous serez dans Notes, vous pourrez automatiquement, lorsque vous écrivez, réaliser des notes manuscrites. Évidemment, il ne va pas reconnaître les accents, etc. Mais c'est un bon avant-goût. On espère que la version française arrivera bientôt. Gros plan à présent sur l'appareil photo de l'iPad Pro. En fait, c'était de l'iPad Air, pas de l'iPad Pro, mais vous l'aurez compris. Appareil photo, le verdict. Alors, il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés du côté caméra. L'iPad Air 4 dispose d'un seul capteur de 12 millions de pixels à l'arrière. C'est un grand angle, comme sur l'iPad Pro, donc ils partagent la même optique. Mais la tablette Pro d'Apple en propose plus, puisque l'iPad Pro dispose en plus d'un ultra grand angle ainsi qu'un scanner LiDAR. Et puis effectivement, moi ce que j'aime bien sur l'iPad, même si ce n'est pas forcément le produit idéal pour faire des photos, c'est qu'en plus il a un flash. C'est toujours, si vous voulez faire des photos, ça peut être utile, ce qui n'est pas le cas sur l'iPad Air. En termes de rendu, voilà ce que cela donne. On a fait quelques photos
cette semaine pour vous donner une idée d'une différence. Ils ont les mêmes capteurs, donc la photo est la même. Par contre, on a mis une photo de l'iPad Air en mode normal et en mode ultra grand angle sur l'iPad Pro pour faire comprendre le gain que vous avez. Regardez entre la gauche et la droite. Voilà, les photos sont honnêtes sans plus. Hein, c'est loin de ce que peut faire un iPhone 13 Pro, 12 Pro aujourd'hui. Regardez, voilà, on voit bien qu'on gagne quand même un petit peu en champ de vision. Et voilà, voilà, vous avez ce que vous gagnez en clair avec votre iPad Air. Au registre de la vidéo, les deux modèles disposent d'une optique stabilisée. C'est encore une fois la même chose, Didier. Bon, encore une fois, les usages de la tablette en mode vidéo, je demande à voir. Hein. Ouais, même les photos. En fait, les gens s'en servent pourquoi cet iPad de la photo? C'est un petit peu peut-être l'appareil photo de la boîte. Tu vois, des fois, tu veux faire une photo rapidement pour tes collègues ou quoi. Et surtout pour scanner, en fait. Scanner, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis effectivement le flash, comme tu le disais. Après, la vidéo, oui, ça peut dépanner. Moi, j'aimerais bien savoir, tiens, les gens qui ont l'iPad Pro, est-ce qu'il y en a vraiment qui utilisent la vidéo, le lidar, tous ces trucs? Ça doit être vraiment infinitésimal, je pense. Du coup, c'est pas très très grave de pas avoir tout ça, même le grand angle et tout. Et par contre, la vidéo, c'est vrai que, en fait, il y a une stabilisation mais numérique, donc elle n'est pas optique. Et d'ailleurs, elle était stabilisée avant sur les premiers iPad Pro. Et ils l'ont enlevé, c'est un peu dommage. Mais bon, tu peux quand même faire de la 4K 60 images. Enfin, tu vois, ça peut faire un truc sympa quand même. Oui, voilà. En fait, ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà, ils ont ni plus ni moins pour toute la partie photo-vidéo. Par contre, c'est un super outil pour faire la vidéoconférence, hein, et notamment avec la caméra FaceTime à l'avant. Elle affiche également la même résolution de 7 millions de pixels, c'est dur à dire, que l'iPad Pro. Mais par contre, on a ce petit souci, effectivement, quand vous êtes en mode portrait, d'avoir la caméra déportée, de regarder de biais. C'est pas du tout agréable. Et puis, à ma connaissance, c'est pas compatible en 1080p. Hein. La nouvelle version est réservée à l'iPhone, hein. C'est ça, Didier? De FaceTime. Écoute, Olivier, bon, c'est dur à dire en FaceTime, parce que de toute façon, la caméra est pas dingue. Mais effectivement, on le sait que sur l'iPhone, ils sont passés en 1080. Donc, si effectivement, tu as du bon débit. Mais effectivement, là, Apple ne le précise pas. Donc, écoute, on leur demandera, on leur posera la question. Bon, allez, on passe au dernier chapitre de cette émission. Que vaut l'iPad Air 4 au registre de la puissance? L'iPad Air est-il plus rapide qu'un iPad Pro? L'iPad Air profite, on l'a dit, d'une puce A14 Bionic gravée en 5 nanomètres. C'est la même puce qui est hébergée dans les derniers iPhone 12. Dernière génération donc de la puce d'Apple, alors que l'iPad Pro, elle bénéficie d'une puce plus ancienne, la 12Z. Mais là, pour avantage, la 12Z disposait de 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Hein. Donc c'est plus que la 14 et surtout elle a un peu plus de mémoire, hein, 6 Go contre 4 pour l'iPad Air et 6 Go c'est réservé à l'iPhone 12 Pro. Alors est-ce que ça va suffire pour permettre à l'iPad Pro de rester devant au registre de la puissance brute? Regardez, on a fait quelques benches avec Geekbench 5 en matière CPU et bien l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro, l'iPad Pro et l'iPad Air, et on a mis également le MacBook Air et cette fois-ci c'est le... Allez, ils font quasiment... non, ils ne font pas jeu égal. Regardez, l'iPad Air lui met quand même en simple cœur quand même presque 400 points dans la vue. Par contre, en double cœur, l'iPad Pro est devant. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est le retard que prend le MacBook Air, encore i3. Là, on se dit véritablement qu'il est temps de passer au Mac ARM. Et si on passe au mode compute, donc qui est plus ce mode graphique, de nouveau, l'iPad Air n'a pas à rougir puisqu'il est encore une fois devant l'iPad Pro, 12 466 contre 12 108, et encore une fois le MacBook Air prend une sacrée claque. Regardez, seulement 5 499. C'est une petite bête de course, c'est de bonne augure pour le Mac. C'est fait exprès. Ouais, regardez, c'est de bonne augure pour le Mac Apple Silicon, messieurs. Il ne faut plus acheter d'ordinateur Intel. C'est écrit... Enfin, pour les usages basiques, hein, ça ne reflète pas tous les usages. Quand tu lances Final Cut, on en discute. Bien évidemment. Mais là, c'est une pub merveilleuse, une contre-pub pour ceux qui veulent acheter un ordinateur, ils doivent attendre un petit peu. Alors, beaucoup de questions concernant l'autonomie. Pour y répondre, et puis surtout vérifier les dires d'Apple, hein, jusqu'à 10 heures d'autonomie selon Apple pour naviguer sur le web en Wi-Fi ou regarder des vidéos. Pour le vérifier, j'ai travaillé 2 jours quasiment avec l'iPad Air pour écrire cette émission. J'ai commencé par configurer d'abord l'iPad qui était tout neuf vers 10h30 du matin en Wi-Fi, hein, pour transférer l'intégrité de ma sauvegarde iCloud, et c'est lourd, croyez-moi. Et puis il y a de nombreuses photos. En parallèle, j'ai commencé à écrire cette émission dans
Dans Google Docs, j'ai géré bien sûr mes mails, j'ai regardé quelques vidéos YouTube, j'ai fait mumuse avec l'Apple Pencil, on a dessiné dans tous les sens. J'ai lancé une vidéo du dernier Star Wars, on l'a fait tourner en boucle, enfin on l'a laissé visionner pendant 2 heures pour voir si ça bouffait la batterie. Et vers 19h45, lorsque j'ai quitté le studio, il restait encore 27% de batterie. Et puis le lendemain, j'ai repris l'écriture de l'émission vers 10h et l'iPad Air s'est éteint vers 12h15. Donc on est bien dans les à peu près plus de 10 heures d'usage. Alors, ce n'est pas un usage intensif, hein, mais c'est un usage assez réaliste, de petites tâches quotidiennes qu'on serait amené avec l'iPad. Donc ça me semble assez juste. Est-ce que tu as constaté ça de ton côté, Didier? Et ici en plateau, vous êtes plutôt satisfait de l'autonomie de vos iPads, Didier? Écoute, si tu vraiment tu l'utilises, c'est-à-dire que si tu as un vrai usage un peu poussé, moi je le recharge quand même un peu en milieu de journée. Il me finit quand même pas la journée si je fais beaucoup de trucs avec. Mais après, c'est vrai que si tu as un usage iPad, c'est souvent le complément en fait de voilà, t'es dans les transports, ou alors t'es chez toi un peu dans le canapé ou au bureau, voilà, où il y a certains VRP aussi qui ont ça. Enfin, je vois des architectes qui emmènent ça sur des chantiers. Donc l'iPad, c'est pas forcément un truc que tu utilises H24. Donc là, en fait, il y a pas tellement de soucis d'autonomie, mais quand même, tu vois, les iPad Pro. On passe quand même beaucoup de temps à les charger, globalement. Je sais pas ce que en pense Stéphane qui les utilise beaucoup. Exactement, et je suis dépité. Même quand je l'utilise peu ou pas, la batterie s'en va. Ah bon? Moi, j'étais agréablement surpris, par contre. Ça, je trouve que c'est peut-être le seul truc un peu... Alors, peut-être que c'est la taille, hein, parce que moi je l'utilise beaucoup. Hein, je passe la journée allumé, je le recharge une fois par jour. Je fais énormément de conf call, hein, de vidéoconférences, donc avec l'écran allumé, de l'animation. Et ça va. Alors attention, hein, je me souviens d'iPad où il se passait rien et derrière on tenait plusieurs jours. Là c'est pas le cas. Je le recharge, mais j'ai un usage qui est beaucoup plus actif et je tiens beaucoup plus longtemps que mon MacBook par exemple. Ouais. Bon, par contre c'est vrai que moi je joue pas beaucoup, donc bon, c'est vrai que quand tu joues, je pense que tu tires un petit peu sur la batterie. Toute dernière question de cette émission. Regardez une question de Richard Croisetière. Est-ce que l'iPhone 12 Pro Max peut remplacer un iPad? On sait que quand on a vu arriver effectivement les iPad 7 Plus, les iPhone 7 Plus, les iPhone 6 Plus, les iPhone 8 Plus qui montaient en taille. En parallèle, les ventes d'iPad ont commencé un petit peu à stagner parce que c'est vrai qu'avec un grand écran, on commence à lorgner. On n'est pas loin de la taille d'un iPad mini. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Didier en duplex ou en plateau? Moi, je travaille déjà avec mon iPhone, avec l'option fichier, et je travaille tout le temps avec. Maintenant, mais bon, c'est voilà, il y a des choses. Ouais, mais je pense que c'est complémentaire. Voilà. Mais bientôt, iPhone Pro Max, bientôt, on mettra notre téléphone en ARM, on mettra notre iPhone sur un support, ça apparaîtra sur un grand écran, on aura notre clavier qui sortira du bureau en Bluetooth, et tout sera magnifique. Laurent, toi, tu n'utilises pas un iPhone Pro Max, mais Didier, qu'est-ce que tu penses? C'est vrai qu'on peut travailler de plus en plus avec un iPhone Pro Max, mais bon, pour moi, c'est quand même plus de la consultation que du travail. Hein. Si tu veux, en gros, moi, je pense pas du tout que l'iPhone peut cannibaliser l'iPad dans un usage vraiment pro. Parce que si tu fais du dessin, si tu veux répondre un peu à tes mails et tout, l'iPhone, c'est quand même... tu peux pas passer 1 heure dessus, alors que sur un iPad, tu peux passer 1 heure. Enfin, je te parle pour travailler. En termes de confort. Pas vraiment les mêmes usages. Par contre, c'est vrai que si les gens, alors il y en a beaucoup un peu comme nous là, qui sont des vieux de la vieille en termes de geekerie et qui ont des ordinateurs, bien sûr, et puis qui ont des iPhones. Donc ceux-là, ils ont des fois du mal à mettre l'iPad dans leurs usages. Moi, c'est un peu le cas. C'est vrai que l'iPad, au quotidien, j'arrive pas vraiment à l'utiliser. C'est pas aussi productif que mon Mac. Et puis c'est vrai que dans le canapé, je préfère l'iPhone, c'est un peu moins encombrant. Ouais. Donc moi, je suis pas vraiment le bon public là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un usage de mobilité et eux, je suis pas sûr qu'ils se disent l'iPhone me suffit. Tu vois. Moi, chez moi, l'iPad, j'ai zappé l'usage de l'iPad. Hein. Je n'utilise plus du tout l'iPad, contrairement à mes enfants, parce que j'ai un Pro Max et que pas là, mais j'espère bientôt. et c'est vrai que je préfère travailler avec le Mac et le reste du temps, tu l'as dit, dans le canapé, je sors mon Pro Max, je peux regarder des petites vidéos, c'est quand même agréable. Je peux envoyer quelques SMS, c'est confortable. Mais c'est vrai, pour un usage au long cours, il vaut mieux avoir un iPad. Mais moi, ça m'a zappé depuis que j'ai un grand écran sur mon iPhone, l'usage de l'iPad pour les petites tâches quotidiennes. Voilà, nous sommes arrivés au terme du grand test de cet iPad Air. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, et on commence tout de suite avec Laurent.
Alors, j'en ai deux. Le premier, ce sont les auditeurs. C'est un peu particulier de dire ça, mais on a souvent des échanges. J'aime bien les commentaires sur YouTube. Des fois, ils sont négatifs, souvent positifs. Quoi qu'il en soit, ils sont constructifs. Et puis surtout, j'ai eu un échange avec un de nos auditeurs, je dirais de longue date, qui s'appelle Frédéric Crassa, et qui a rebondi suite à ma publication sur le tarif, sur finalement, est-ce que entre les États-Unis et voilà, la France, le prix américain par rapport au prix européen. Stéphane avait dit non, il y a quand même un écart. Et en fait, il a repris la taxe Apple. Ouais, le taxe Apple. Il n'y a pas de taxe Apple. Il a repris tous les chiffres. Il m'a appelé, il m'a contacté. On a eu des dizaines d'échanges. Il est allé vérifier les textes de loi. Il est allé et finalement, il est même allé plus loin. Il a pris une moyenne pondérée, du cours du dollar. Et j'ai passé un très très bon moment. Ça a duré plusieurs jours sur cet échange. Eh bien, il n'y a pas de taxe Apple. Et les prix sont exactement au même prix, voire même plus intéressants sur les modèles 12 et SE, et un peu moins. Mais l'écart que j'avais donné de 80 €, 70 €, ils y sont pas. C'est un écart de moins 12 € et plus 12 €. Donc, on est vraiment au milieu de la fourchette sur la gamme des 4. Donc voilà, je voulais juste dire merci, parce que c'est un plaisir quand on fait ça et qu'on sait qu'on a des auditeurs. Ils doutent, mais c'est un sceptique, il vote Trump. Et donc, du coup, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai eu l'opportunité de tester l'enceinte dite hi-fi connectée Soundform Elite de Belkin, et j'ai beaucoup aimé. Surtout, voilà, la particularité, c'est que le son, c'est un son de Vialet, donc c'est un son hi-fi. Alors, je vais vous dire ce que j'ai adoré. En fait, j'ai un HomePod à la maison, et donc en fait, je me suis posé la question de la comparaison. Il y a un point qui est génial, c'est que quand on la place bien, maintenant je rentre à la maison et je pose mon téléphone dessus. Et donc en fait ça recharge mon téléphone parce qu'en fait il y a la charge par induction intégrée. Et en fait c'est comme un vide-poche. Tu le poses juste dessus comme ça ? Oui, on le pose et et je trouve ça génial. Le deuxième truc qui est génial, c'est que ma femme qui est pas ultra technophile, elle a vu ça, elle a dit mais c'est génial, je mettrais bien ça sur mon bureau, moi qui ai mon téléphone qui est toujours un peu déchargé. Et donc du coup je l'aurai. Après il y a le choix, alors il y a deux choses, c'est que il y a le choix entre deux assistants intégrés. Il y a le choix entre Google et le choix entre Alexa. Si on choisit Alexa, on a AirPlay 2. Si on choisit Google, on n'a pas AirPlay 2. Donc voilà, donc du coup... Il faut faire attention à la version qu'on a. Voilà, il faut faire attention à la version. Si on veut l'utiliser dans un environnement très Apple avec AirPlay 2... faire une multi-room avec ton HomePod, il faut prendre la version AirPlay. Exactement. Le son est bon, c'est un peu cher. Mais c'est du Vialet. C'est du Vialet. 299 €. 299 €. Mais l'objet est sympa. Et, c'est un peu cher. Oui, mais le son est bon. Encore aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée de la maison. J'ai écouté, comme je le disais tout à l'heure, du Ennio Morricone, qui était, je sais pas pourquoi. De temps en temps, j'entendais quelqu'un se faire flinguer, un ou deux se faire flinguer dans un western. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci Laurent. Didier, de ton côté, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors Olivier, écoute, tu sais que le HomePod mini sort bientôt. J'espère. Et que la concurrence n'a pas chômé, c'est-à-dire qu'ils ont tous sorti en fait leur mini enceinte. Enfin, en fait, l'idée c'est d'avoir quelque chose d'à peu près correct pour 100 balles. Ouais. Et le nouvel Echo d'Amazon, alors moi je l'ai reçu quand il est sorti. Et alors déjà il est mignon, c'est une petite boule hyper chou avec des petits effets. Enfin, c'est assez rigolo. Le son est pas mal. Il y a un stéréo en fait, t'as 2 haut-parleurs dedans. Et surtout, alors tu as Apple Music. Quand même, il faut le savoir, voilà, les enceintes Amazon sont les rares à avoir Apple Music, donc tu perds pas trop même si tu es fan d'Apple. Tu as Alexa qui est quand même un petit peu meilleur que Siri, je trouve, et surtout tu peux les utiliser, par exemple tu peux en acheter 2, te faire une petite paire stéréo et les mettre sur ton Mac parce qu'elle a une entrée jack, le truc qui manque sur le HomePod les mini. HomePod, ouais, bien sûr. Exactement, tu peux faire du multi-room, tu peux faire un mini home cinéma avec, et du coup je trouve que c'est beaucoup plus polyvalent pour le prix. Et puis je parlais du design tout à l'heure, mais ils ont 3 couleurs qui sont magnifiques, dont le anthracite, et je trouve que c'est sympa parce que c'est vraiment des petites enceintes qui sont design. De 100 balles, tout est à 100 balles. Tu veux le Google machin, 100 balles. Tu veux le HomePod mini, 100 balles. Le Echo Dot, 100 balles. Bon. Il faudra choisir parce que, alors le son, j'ai pas eu le HomePod mini évidemment, mais par contre j'ai comparé avec celui de Google. Moi je trouve que c'est à peu près équivalent. J'ai hâte d'écouter justement celui d'Apple pour voir s'ils ont mis un peu la qualité plus haut, mais vu la position des enceintes et tout, tu vas nous faire un petit comparatif. Oui, bah bien sûr, évidemment. Bon, joie. Merci Didier. Pas Stéphane. Oui, Stéphane, c'est à toi. Stéphane, excuse-moi, il n'y a pas de souci, non. Donc
je voulais, avant de faire parler de mon coup de cœur qui est relativement simple, qui était celui que je voulais faire la semaine dernière, mais bon, l'actualité a continué, donc je vais pouvoir le faire. Je voulais juste faire un petit hommage aux vendeurs de l'Apple Store et aux réparateurs de l'Apple Store du marché Saint-Germain, où je suis rattaché avec mon compte business, et en particulier Thomas, qui a été super à la hauteur, parce que franchement, pour avoir des iPhone 12 Pro, c'était très compliqué. Voilà. Déjà pour ça. Et donc, je viens de dire. Donc, mon coup de cœur cette semaine est lié à l'actualité. En fait, je devais venir la semaine dernière, mais j'étais bloqué 4 heures dans les embouteillages et j'ai pas pu le sortir. Mais il se trouve que l'actualité continue. Et en fait, c'est un compte Twitter, donc c'est gratuit. Hein. Donc, vous pouvez aller sur le compte de Corentin Célin, qui est un méga spécialiste des États-Unis. Il y en a beaucoup en ce moment. Mais lui, il est exceptionnel. Quand je dis il est exceptionnel, c'est qu'en gros, j'ai presque envie d'aller en cours et d'aller le suivre. Et ce qui est vraiment passionnant et que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il est relativement simple. On peut le contacter, lui poser plein de questions et on comprend tout ce qui se passe. Et comme apparemment ces élections ont duré. Sont à géométrie variable. On pensait que c'est la plus grande démocratie du monde, mais elle est très complexe en fait. Le mode électoral est un peu complexe. Voilà. Et donc j'ai trouvé enfin quelqu'un qui décrivait et décryptait très bien. Et donc je vous encourage à le suivre sur Twitter. C'est très très bien. Le suffrage universel direct, des fois, ça a du bon. Hein. On critique beaucoup la société française, et là, en tout cas, c'est plutôt. Le problème, c'est que ça, c'est de l'indirect, et en plus, il y a winner take it all, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États, à l'exception de 2, je crois, où tu emportes tout le collège des grands exécutifs. C'est grâce à ça qu'il va gagner, grâce à un de ces 2 États, peut-être. On est diffusé vendredi, on espère qu'on aura un élément de réponse vendredi. De mon côté, regardez, on reste dans l'audio, et que des coups de cœur quasiment audio cette semaine. C'est le dernier casque, les oreillettes de Jabra, les Elite 85T. Alors moi j'aime beaucoup cette marque, ce fabricant danois, notamment ces modèles, vous savez, de bureau, réduction de bruit pour s'isoler, c'est super, pour faire ses conversations téléphoniques. Et là, depuis quelques années, Jabra décline sa gamme avec des oreillettes baptisées Elite, mais il leur manquait la fonction réduction de bruit. Elle est enfin arrivée sur l'Elite 85T. Si vous avez l'ancienne version, il y a même une mise à jour qui vous l'offre gratuitement. C'est suffisamment rare pour le souligner. Mais l'avantage des 85T par rapport aux anciens modèles que j'ai là, ça reprend le même design, c'est assez élégant à regarder, c'est que ce ne sont pas des oreillettes intra-auriculaires, mais des semi-intra-auriculaires, au même titre que les AirPods Pro. En clair, il n'est pas besoin de les enfoncer complètement dans les esgourdes et sont beaucoup moins intrusifs. Moi, je ne supporte pas personnellement ce genre de choses. Hein. J'ai horreur d'avoir quelque chose qui m'obstrue le conduit auditif. Bref, c'est agréable, c'est facile à porter et à enlever. Elles sont légères, la tenue est vraiment remarquable et confortable. Il manque la recharge sans fil, je dirais, pour obtenir un 10 sur 10. Et oui, ça se recharge, c'est compatible avec Qi, donc le tout est plutôt sympa. USB-C. Le prix est par contre assez élevé, 250 €, donc c'est en concurrence frontale avec les AirPods Pro, mais c'est une alternative intéressante aux AirPods Pro. On attend la réponse d'Apple peut-être dès mardi. Soyez en direct avec nous pour suivre ça, parce qu'il y a aussi des rumeurs autour de nouveaux casques de chez Apple. Voilà, c'est la fin de ce 387e épisode de Ronfait le Mac. Déjà, merci de l'avoir suivi, messieurs. On se retrouve mardi pour un spécial event. Vous serez au rendez-vous ? Oui, of course. Bon, of course, mayonnaise. On essaiera de prendre l'antenne vers 18h30 et vous retrouvez bien sûr l'émission sur Mac Forever en direct et vous avez bien sûr le commentaire live et en français avec les photos de notre ami Didier. Donc vous avez le meilleur des 2 mondes. Merci encore pour votre fidélité. Vous tous les amis derrière vos écrans, on grandit chaque semaine avec vous. Continuez à vous abonner et je vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode en direct. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton, ça fait toujours plaisir, le petit pouce, la petite cloche, vous serez prévenu en temps réel qu'une nouvelle émission est arrivée. À la semaine prochaine, au revoir.